Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. En cette période de fermeture des classes, de cours à distance, c'est un peu compliqué, surtout que le matériel qui aurait dû fonctionner pour ce distanciel, c'est pas forcément ça au niveau technologique. Je préfère faire un cours en ligne. Si je comptais me mettre un jour sur YouTube, c'était pas pour le moment, c'était plutôt dans un an quand j'aurais eu du matériel pour le faire. Mais là voilà, les événements font qu'on est obligé de s'y mettre, que je suis obligé de m'y mettre, et je pars du principe que tout le monde doit avoir le même cours, et qu'un visio qui aurait été vu que par quelques-uns, c'est pas très égalitaire pour tout le monde. Alors voilà, on va faire un cours comme si vous y étiez. Pour rappel en histoire, on est dans le thème 2 qui se penche sur l'évolution de la société européenne dans la période médiévale, le Moyen-Âge. On a récemment étudié en cours l'introduction à ce grand thème de ce qu'était le Moyen-Âge en général, pour enfin aborder la société à l'échelle locale. Je vous propose de vous plonger désormais dans la naissance de la société féodale entre l'an 1000 et l'an 1300. Allez, pour commencer, j'espère que j'ai fait ça bien, générique. Chapitre 1. L'ordre seigneurial, la formation et la domination des campagnes. C'est un sujet essentiel par lequel on va commencer sur le Moyen-Âge. D'accord ? Alors, il faut pour cela établir les bases. Avec la chute de l'Empire romain et la naissance de ce que l'on va appeler les royaumes barbares, je mets toujours des guillemets à barbare, on est toujours le barbare de quelqu'un d'autre, rappelez-vous-en toujours. On a une société qui est un peu dans le chaos. L'ancienne administration romaine a quasiment disparu. Certains empires, temporaires comme celui de Charlemagne que l'on a vu en début d'année, tentent de redresser la situation. Mais cela ne dure jamais vraiment longtemps, face à des menaces de plus en plus nombreuses, les Vikings, les Avars ou encore les reines musulmans. Ce sont finalement des seigneurs locaux, souvent d'anciens petits chefs de guerre, qui vont dominer ici et là des morceaux de territoire. Ces seigneurs établissent des domaines plus ou moins grands à travers toute l'Europe. Certains d'entre eux, assez puissants pour s'imposer, finissent par battre leurs voisins. Ils deviendront rois et créeront des dynasties. Se crée alors une sorte de hiérarchie entre seigneurs. Certains sont très puissants, ce sont les rois ou des comtes, d'autres le sont moins et vont accepter de faire allégeance à ces rois, en gros de les servir en échange de terres à un fief. C'est une société qui s'organise entre souverains et vassaux, on va parler de vassalité. Mais avec tout ça, il ne faudrait pas oublier l'Église. Elle profite aussi un peu de la chute de l'Empire romain pour gagner encore un peu d'influence et de pouvoir. Les évêques et les abbés, qui obéissent normalement au pape à Rome, s'imposent parfois comme des seigneurs autour de leurs cathédrales et de leurs abbayes. On fera alors la distinction entre les clergés, ce sont les gens de l'Église, et les laïcs, ce sont les seigneurs. Ah, on va peut-être pas les oublier, il y a un peu un groupe d'individus assez important à l'époque, et c'est juste pour une majorité d'entre nous, nos ancêtres, oui, ceux que l'on rassemble sous le nom de paysans. C'est juste à peine 90% de la population à l'époque, ce serait dommage de les zapper. Cette nouvelle société qui s'organise prend la forme d'une féodalité. C'est cette fameuse hiérarchie nouvelle des seigneurs, du plus faible jusqu'au plus puissant d'entre eux, où l'on a le contrôle d'une terre en échange de servir son souverain. C'est ça, la féodalité. Je vous laisse un tout petit temps, du moins vous pourrez faire pause durant la vidéo pour l'écrire, pour faire cette prise de notes d'introduction. Je vous laisse aussi un peu de temps pour cette définition. Bien, il est temps de commencer et de rentrer dans le vif du sujet.
Notre problématique, elle sera simple. Comment s'est organisée dans les crises et les tensions la société médiévale en Europe? Voici le plan de ce cours, il sera en 3 parties. Notre première partie, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Les seigneurs dominent les campagnes au Moyen-Âge. Deuxième partie, l'Église encadre et contrôle également la vie de la société. On parlera du clergé pour le coup. Et enfin, le 3, l'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Attention, ce cours sera un peu compliqué, ce sera une 3e vidéo. Commençons donc par cette première partie. Je vous laisse aussi le temps de l'écrire. Le grand 1, les seigneurs dominent les campagnes au Moyen-Âge. Alors, quelques générations après la mort de Charlemagne, ses descendants se sont partagés peu à peu son empire. On en a vu un petit peu de ces éléments. Mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. En fait, partout en Europe, c'est un peu le même phénomène. Des petits seigneurs se sont imposés un peu partout. Certains ont même créé des petits royaumes, comme en Bretagne. Dans ce grand bazar, la population paysanne s'est retrouvée comme piégée par les événements. Ils vivent sur des terres appartenant à ces nouveaux seigneurs et parfois même appartiennent eux-mêmes aux seigneurs. C'est une situation un peu compliquée, on va la détailler. Donc, on va entrer par un petit A, le seigneur, maître des terres et des hommes. Et ça, c'est important à souligner. Alors, une bonne part de ce monde paysan, et même des habitants de certaines villes et de certains villages, passent sous un statut particulier, le servage. Ils deviennent des serfs appartenant au seigneur. Alors le servage, c'est assez compliqué à expliquer, ce n'est pas du tout un esclavage, car le serf, contrairement à l'esclave, n'est pas vu comme un objet, mais bien comme un individu. Mais pour le reste, il appartient au seigneur, ainsi que ses enfants. Il ne peut pas se marier sinon avec d'autres serfs au sein de la même seigneurie. Il ne lègue rien à sa mort car rien ne lui appartient. Il existe aussi des paysans libres, on les appelle les vilains. Ça ne sert à rien de sourire quand vous avez entendu ça. Ce sont des paysans qui vivent dans la seigneurie mais n'appartiennent pas au seigneur. Les serfs, comme les vilains, cultivent des tenures. Ce sont des parcelles agricoles, des champs, dont ils doivent en donner une partie des récoltes au seigneur en impôts, et une part leur est laissée pour se nourrir eux-mêmes ou faire un peu de revente. Le seigneur dispose d'autres pouvoirs sur ces sujets, comme ce qu'on appelle le droit de ban. C'est encore une chose particulière de cette période. Il s'agit pour le seigneur d'avoir des pouvoirs, mais aussi, oui vous allez être étonné, des devoirs. En gros, si le seigneur peut rendre la justice, comme un juge aujourd'hui, sur ses habitants dans sa seigneurie, il est aussi dans le devoir de combattre et de défendre la population qu'il dirige. Il doit veiller à la bonne organisation de la seigneurie. Tu connais 2 mots qui viennent de ce terme de ban. Bannir, soit le fait d'être exclu, mais aussi le mot banlieue. À l'origine, ce n'est pas un paysage avec des appartements et des zones commerciales, la banlieue. À l'origine, c'est un endroit où le seigneur peut exercer son autorité sur une lieue. Tu sais, c'est une ancienne distance qu'on a utilisée, ça fait à peu près 3-4 km. Il a donc le pouvoir de ban sur une lieue, sur la banlieue. Enfin, le seigneur peut imposer des taxes, comme la taille, aux familles paysannes de son domaine. Il peut aussi imposer des corvées, d'où l'expression que vous me sortez souvent, mais qu'est-ce que ça va être comme corvée lorsque je vous donne un travail ? En fait, une corvée, il s'agit d'entretenir ou de travailler le terre de la réserve, c'est des champs réservés aux seigneurs, mais aussi, ça peut être plein d'autres missions, comme entretenir des bâtiments, comme le moulin. Attention, les corvées, n'imaginez pas que c'est permanent pour le serf. Elles sont limitées et le seigneur ne peut pas en abuser. Toutes ces activités, les révolutions agricoles comme le développement de la charrue au Moyen-Âge, mènent à la création de nouvelles terres agricoles. L'Europe voit ses forêts fondre comme neige au soleil. C'est la politique de ce que l'on va appeler les défrichements. Je vous donne un temps pour faire une prise de notes et 2 définitions parce que c'est assez lourd pour une première sous-partie. Allez, on continue avec un petit B, des paysans à la vie difficile. Alors l'image du paysan au Moyen-Âge, elle n'est pas forcément glorieuse de nos jours. Hein. Les livres, les jeux, les films ne l'ont pas gâté. Hein. On connaît tous le pauvre Jacouille, il n'est pas très gâté. Je ne suis pas cousin Hubert, je suis Godefroy le Hardi. Je suis né en l'an de grâce 1079. Et moi je suis Jacouille la fripouille, son habile écuyer. Et je ne sais pas quand je suis...
Alors la vie au Moyen-Âge est très dure, hein, ça c'est évident. Il existe des études sur l'espérance de vie des populations médiévales. Elles nous indiquent qu'en Hongrie, par exemple, sur 100 personnes, 30 meurent, soit un tiers avant l'âge de 9 ans. Et plus de 50% de la population meurt avant d'atteindre l'âge de 40 ans. Ne gardant qu'une maigre part de leur récolte pour eux, les paysans se retrouvent dans une situation où les revenus sont faibles. Attention, n'imaginez pas le repas paysan comme terriblement mauvais ou forcément de faible qualité. On peut très bien manger avec du pain, c'est l'aliment principal au Moyen-Âge, du porc, des fèves, des lentilles, du chou. On mange aussi du sucré en se nourrissant des baies, comme les myrtilles, ou du miel sauvage. Au-delà de ces situations, on l'a vu, nombre de paysans sont soumis aux corvées. Ce sont des tâches imposées par le seigneur. Elles seront notamment mises à profit pour mener les abattages d'arbres, pour agrandir les surfaces agricoles. Mais parfois, la coupe est pleine et... Oui, les révoltes paysannes ont lieu assez régulièrement au Moyen-Âge. Il y en a eu des dizaines en Europe et notamment en France. La plus importante a lieu en 1358, en pleine guerre de Cent Ans dans les régions de Picardie et de la Brie. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, rien ne va. Les paysans payent énormément d'impôts, pour en plus payer la rançon d'un roi de France qui s'est fait capturer, faut le libérer. Ils ont subi la peste noire. En plus, leurs produits se vendent mal. Et, manque de bol, comme les chevaliers de la guerre de Cent Ans, des fois, ils n'ont rien à faire, et bien ils s'attaquent à leur village, à ces pauvres gens. Bref, on peut les comprendre, là, ils commencent à en avoir sérieusement marre. Bon, 2-3 gourdins, une fourche et une épée volée ici, face à la cavalerie noble en armure, ça fait pas un pli. La révolte, elle est écrasée dans le sang. Mais ça vous montre qu'à l'époque, on peut se révolter. Leur chef, pour l'anecdote, est même couronné d'une couronne de fer, rougie au feu, et ensuite il est décapité. Triste fin. Je vous laisse un temps pour faire cette prise de notes sur la condition de vie paysanne. Enfin, pour finir ce cours, je sais il est assez compliqué et très dense, un petit C. Des relations seigneur-paysan qui s'organisent et se transforment. Alors on l'a vu, seigneur et paysan, les relations peuvent être très tendues et très hiérarchisées. Pourtant, ça va évoluer entre la noblesse et les paysans avec le temps. Les documents montrent des affranchissements de plus en plus nombreux. Être affranchi, c'est obtenir sa liberté et la fin de son servage quand on est paysan. On devient un homme libre. Ces documents s'appellent des chartes de franchise. Dans le même temps, les campagnes ne sont plus l'unique poumon économique du pays. L'agriculture n'est pas seulement la première activité. Partout en Europe, et c'est le cas en France, les villes se développent fortement à partir du XIIIe siècle. C'est dans celles-ci que d'anciens vilains ou d'anciens serfs vont trouver de nouveaux emplois, dans les métiers à tisser, dans les chantiers des villes qui grandissent, sur les cathédrales. Si ces villes appartiennent aussi à des seigneurs ou au clergé, la situation y est souvent un peu différente que dans les campagnes. Je vous donne un exemple. Si on restait un temps précis dans certaines villes, par exemple 1 an, on pouvait obtenir la liberté. Ici, par exemple, je vous montre un document issu des archives suisses. C'est une charte d'affranchissement d'un serf par son seigneur en 1354. Ces documents, ce sont des preuves comme quoi on peut être libre. En France, un roi, Louis X, le 3 juillet 1315, publie un édit, c'est-à-dire une décision royale, où il annonce que sur les terres qui lui appartiennent directement, c'est la fin du servage. C'est donc un phénomène qui s'accélère dès le XIVe siècle, et où beaucoup de serfs vont malheureusement quand même le rester au Moyen-Âge. Enfin, au cœur de ce petit monde de la noblesse, il y a des individus qui ne sont pas nobles et qui vont gravir la société, recevoir parfois une éducation. D'autres sont des artisans qui ont un vrai talent. Ils ouvrent des commerces, développent leurs activités, notamment dans les centres des villes et des villages, dans les bourgs. Tiens donc, on va commencer à parler des bourgeois. Allez, je vous laisse écrire pour cette dernière sous-partie cette définition. Et enfin, je te laisse un temps pour écrire cette dernière prise de notes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, c'est une première sur YouTube. N'hésitez pas à réécouter les vidéos. Pour les prises de notes, vous faites pause, vous prenez le temps de lire, de les écrire. Prenez votre temps. L'important, c'est d'apprendre et de comprendre. On se retrouve pour un prochain numéro d'un passage pour l'histoire, ou vers l'histoire, ça dépendra comment je maintiens le nom de l'émission.
En attendant, apprenez bien, on se retrouve, je l'espère, assez vite, et n'oubliez pas, l'histoire, elle continue.